beaucoup Jean pour cet éclairage à la fois historique et sociologique sur ce qui se passe actuellement, évidemment, en Égypte et un petit peu dans le reste du monde aussi, et qui prend évidemment toutes ses sources dans l'histoire, comme toujours. Je vous propose donc ce soir, comme à l'accoutumée, de passer à une session de questions-réponses. Je vous demande à chacun, ceux qui vont pouvoir parler, de poser une question claire, concise, afin que nous puissions aussi, que Jean puisse y répondre de manière claire et concise. On va essayer de donner le maximum de paroles au maximum de personnes, sachant que nous sommes déjà bien avancés dans le temps, mais nous avons un sujet passionnant ce soir. Je propose traditionnellement notre première question. On va bien démarrer la saison avec les bonnes habitudes. Je vous demande de parler clairement et courtement. Moi, comme beaucoup d'autres, je reste très interpellé par tous ces flots qui nous viennent d'Irak et de Syrie. Dans ces flots, il y a forcément un certain nombre de chrétiens qui, pour peut-être faire du cas de vous, fuient la guerre et fuient peut-être le fait qu'ils sont mis dans l'état de leur pays. Alors, comment gérer cette situation sans donner l'impression de prendre deux poids et deux mesures entre eux et les autres réfugiés? Je pense que les migrants ou les réfugiés, c'est des pauvres gens et que n'importe quel pays ne peut pas les laisser dans cette situation. C'est un devoir humain. C'est des gens qui ont souffert et qui ont fait énormément pour venir. Il y a tellement de morts qui sont noyés dans la mer et qui sont en train d'échapper à la terreur. Donc le devoir, puisqu'ils sont là, il faut les prendre en compte, mais les prendre en compte vraiment. C'est-à-dire, ces gens-là, ils ne retourneront plus dans leur pays. Donc il faut, vous savez, moi je suis d'origine étrangère. Vous savez, s'adapter, mon épouse est là, elle est alsacienne, française, ça a facilité mon intégration. Mais il faut apprendre la langue, il faut apprendre la coutume, il faut avoir du travail et savoir s'intégrer, comprendre la culture dans laquelle on est, et ça ne se fait pas comme ça. Alors, si on les laisse seuls et qu'il n'y ait pas les moyens pour vraiment qu'ils s'intègrent, ils vont aller ailleurs parce qu'ils ont vu la terreur. Et la deuxième chose que je pourrais quand même dire, parce qu'on l'a vu en Australie avec les terroristes dans le sud de l'Indonésie, qu'on appelait les boat people. Depuis 2006, ils envoyaient des boat people et les Australiens les recevaient les bras ouverts. Mais petit à petit, ils ont découvert qu'il y avait des islamistes là-dedans. Et que c'était fait et envoyé exprès, infiltré. Ce n'étaient pas tous des islamistes. Il y avait effectivement des vrais boat people. Mais il y avait des islamistes avec. Alors moi, je pose tout simplement la question. Je ne dis pas il y a des islamistes ou pas. Même si je suis convaincu qu'il doit y en avoir. Mais bon, alors comment on va les sélectionner? Comment on va les retrouver? Et s'ils vont continuer, ils ne vont jamais le montrer. Et pour eux, la notion du temps, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on va agir le moment opportun. Ça prend 2 mois, ça prend 6 mois, ça prend 10 ans, 50 ans, la notion du temps, mais il faut agir. Donc voilà ce que je pense des migrants. C'est une question suivante, madame, peut-être? Je demande si vous avez des nouvelles des jeunes filles et jeunes femmes aussi, soit cadres autres, parmi elles des avocates et des médecins, surtout dans la région de Fayoum, kidnappées avec la complicité de la police. Il y a maintenant un procès, oui, au tribunal, mais malheureusement, vous connaissez la justice en Égypte. Qu'est-ce que nous avons fait avec ce problème grave, surtout avec les femmes et les filles pauvres? Merci. Bon, elle soulève un problème important parce que c'est ce problème-là qui m'a amené à travailler dans les droits de l'homme. Parce que j'ai rencontré une maman qui avait perdu sa fille, qui a raconté tout ce qui lui est arrivé dans les détails. Et sa fille, elle l'a perdue en 2007, elle ne l'a jamais revue, on est en 2015. Donc le phénomène de kidnapping de filles, essentiellement chrétiennes. Et le kidnapping, c'est pas seulement, c'est des enlèvements. Ça peut être aussi
en jouant autour pour faire une histoire d'amour, mais la voir, c'est une proie. Il y a une rapace, la rapace, quand elle sait qu'il y a une proie, elle l'a à un moment ou à un autre. Donc il y a toute une méthodologie pour que ces filles tombent. Et si elles ne tombent pas, ben, on la kidnappe. Et ça, c'était un plan islamiste, salafiste, wahhabiste, frériste. Ce n'étaient pas les braves musulmans qui le faisaient. Mais comme il y avait des sous derrière, parce qu'une fille en copte enlevée, on payait 50 000 $, un truc comme ça, donc il y avait complicité avec la police, etc. C'est un problème complexe, difficile. Les gens qui allaient à la police, ils recevaient un coup de pied au derrière. Au temps de Moubarak, il n'était pas question de le traiter. Aujourd'hui, on dit c'est du passé. De toute façon, le pire dans ces affaires-là, c'est que ces filles disparaissent. C'est-à-dire qu'elles n'avaient plus le droit à jamais revoir leur famille. Donc, voilà, c'est du passé. Ce phénomène-là s'est accentué au temps de Morsi. Mais c'était exponentiel. Après Morsi, c'est terminé. On n'entend plus parler. Ça arrive peut-être de temps à autre, mais c'est fini. Le plan frériste, confrériste est terminé. Donc, qu'est-ce que va faire la justice? Ben, il faut peut-être travailler dessus. Une autre question, monsieur? Je me permets, je vais essayer peut-être d'être naïf. J'ai l'impression que, comme vous présentez, comme avec le nouveau président égyptien, les Coptes sont en sécurité. Alors là, par contre, qu'est-ce que vous pensez que, quand même, il vient de l'armée, il avait Moubarak, où il y a eu des rumeurs que c'était lui qui a lancé des attentats contre des églises coptes. On voit même dans la politique étrangère avec les wahhabistes, qui c'est l'Arabie Saoudite où il intervient au Yémen. Sa position pour le Syrie qui est quand même contre le credo, parce que j'ai eu l'impression que le credo il est pour le régime syrien existant, et c'est pas un peu contradictoire? Non, la credo n'est pas pour le régime existant. Il n'est pas pour Daesh. Non, on ne prend pas position. Il est pour rétablir des relations avec le régime actuel, c'est pas qu'il le défend. Vous parlez de Sisi, oui. Ah oui, Sisi, il est pour ça, oui. Même enfin, le credo, mais j'ai pas l'impression que le Sisi il est pour ça. Et vu ses interventions avec l'Arabie Saoudite, au Yémen et ailleurs, ça m'étonnerait. Bon, il y a deux questions. Vous dites la situation des Coptes. La situation des Coptes, elle est énormément améliorée. On passe par la période la plus florissante, la plus tolérante. Le pape Tawadros, il est tous les jours, il est main dans la main avec le grand imam d'Al-Azhar. Dès qu'il y a un événement, ils sont ensemble pour parler ensemble. Le Sisi a fait un geste très historique. Il est le premier gouverneur musulman, je ne dis pas président musulman parmi les 60 dernières années, le gouverneur musulman depuis 1400 ans, qui va féliciter les chrétiens pendant la messe de minuit. Ça ne s'est jamais produit. On allait avant, on allait le lendemain, on envoyait un délégué, mais on n'allait pas à la messe de minuit. Et lui, il est allé et il leur a dit, il ne l'a pas dit je viens parce que vous êtes copte, il n'a pas prononcé le mot copte, il a dit vous êtes égyptien, c'est votre fête, c'est mon devoir de venir vous féliciter. Ça lui vaut je ne sais combien de fatwas ce qu'il a fait. Hein. Une deuxième chose, il a rassemblé le grand imam d'Al-Azhar avec beaucoup de cheikhs à Al-Azhar. Il a fait un grand discours en disant nous sommes responsables de l'idéologie de haine qui s'est propagée dans le monde. Nous, Égyptiens, nous, Al-Azhar sans le prononcer, parce qu'il faut dire que beaucoup de gens viennent prendre leur diplôme de théologie d'Al-Azhar, mais l'Al-Azhar, comme toutes les autres institutions, est également infiltré. Ça fait que depuis 30 ans, on éduque mal et on sème la haine. Donc il a dit, idéologie de haine, qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser depuis des centaines d'années. Monsieur l'imam d'Al-Azhar, c'est votre devoir, on attend. Deuxième chose, le discours religieux dans les mosquées, il faut qu'il évolue. Troisième chose, on attend une révolution religieuse. Je ne sais pas combien de fatwas il vaut, hein. Un truc comme ça ne s'est jamais produit. Pardon, la deuxième question au niveau de la Syrie, les chrétiens, vous ne rencontrerez pas facilement un chrétien syrien qui va dire je veux me débarrasser de Assad. Assad était leur protecteur. C'est la situation d'aujourd'hui, c'est des gens qui perdent leur famille, on tue leur famille, on décapite leur famille, et ça ne s'est pas produit au temps de Assad. Donc par cœur,
automatiquement, ils disent... Et puis, il faut dire que la politique internationale est quand même une politique de voyous. On va dire, on va aider l'opposition. Mais l'opposition, elle est entre les mains de qui? Elle est entre les mains de Daesh. Bravo. Bravo. Maintenant, je veux dire, dans notre passé, pour la Syrie, je regarde des nouvelles assez près, mais il n'y a pas que Daesh, il y a aussi d'autres islamistes, Al-Nusra. Oui, 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 Al-Nusra. Je ne sais pas, je regarde les... Non, c'est vrai, c'est vrai. Il y a Al-Nusra qui a été, même avec l'Arabie Saoudite a changé de position parce que avec l'ancien roi, elle soutenait les frères musulmans pendant des années, au temps de Moubarak. Mais à un moment donné, ils sont aussi découverts que c'était un danger pour eux. Et donc, ils se sont retournés et ils étaient avec Sisi à plein pot. Mais le roi est mort. Et le nouveau roi, semble-t-il, est en train de changer un peu de position. Mais l'Arabie Saoudite a contribué à la création d'Al-Nusra. Al-Nusra, Beth el-Maqdas, Boko Haram, machin, c'est la même chose, on ne change que de nom, hein, que le nom. J'ai compris que la Turquie, c'est une base arrière à Al-Nusra, mais je ne sais pas. Alors, on a dit une seule question, mais je réponds quand même. Allez, exceptionnellement, mais après on repassera sur le rythme d'une seule question, s'il vous plaît, merci. La Turquie, on a fait une manifestation la veille de cette conférence internationale que Laurent Fabius a faite, à laquelle, il faut le dire, il n'y avait que la Credo comme association qui a participé en tant qu'observateur, donc notre président Patrick Karam y était. Et on a fait une manifestation devant l'ambassade de la Turquie pour dénoncer le double jeu. Parce qu'ils disaient on fait la guerre contre Daesh, et en réalité ils bombardaient les Kurdes qui eux font la guerre contre Daesh. Donc, et puis alors l'Occident, alors en plus ils ont eu 6 milliards d'euros en l'espace de 10 ans, 6 milliards pour la préadhésion à l'Union européenne. Donc on leur paye les sous, et puis ils sont en train de jouer avec nous. Donc il faut quand même dire stop le double jeu. Les Qataris, je répète la question, puisqu'il y a de l'argent dans les pays du Golfe, pourquoi tout simplement ils ne les dépensent pas pour se débarrasser de Daesh? C'est bien ça? Les pays du Golfe, Qatar c'est clair, Qatar il est pro-islamiste, il le dit clairement. La chaîne El Gizira, j'ai entendu une interview de son président, il a dit il fallait qu'on prenne une décision, et bien nous on est avec les islamistes. C'est clair. Donc tout ce qu'ils diffusent, les mensonges qu'ils diffusent, c'est une position pro-islamiste. Donc Qatar, il est clair. Qatar-Turquie. En Égypte aujourd'hui, ce qu'on ne supporte plus en tant que soutien aux islamistes, c'est la Turquie et le Qatar. Vous demandez à la majorité des Égyptiens, ils disent on en a marre. L'Arabie Saoudite, il faut dire que le salafisme et le wahhabisme y est. Il est venu de là. Pas au niveau du royaume, du roi, etc., et du pouvoir, mais il y a des gens, vous savez, il suffit de 2 ou 3 milliardaires, et puis hop, on diffuse. Donc pourquoi l'Arabie ne met pas tout l'argent? L'Arabie a aidé l'Égypte, et j'espère qu'elle continuera à l'aider avec quelques milliards, et ça a permis aussi de faire un contrat pour les Rafales en France. Bon, c'est bien pour la France. Vous avez évoqué par 2 fois l'illettrisme d'une partie de la population, et vous avez également dit que pendant 30 ans, tous les salafistes, enfin les frères musulmans avaient largement infiltré la société. Est-ce que vous ne pensez pas plutôt que la population n'est pas si analphabète que ça? Elle a juste été alphabétisée avec peut-être le Saint-Coran ou une certaine idéologie, enfin voilà, c'est ça. Et le budget militaire dans les années 70, que l'armée est une force assez importante. Il y a eu beaucoup de matériel soviétique qui ont été vendus à ce pays. Est-ce qu'il n'y a pas eu un choix, à un moment politique, de privilégier le budget de l'armée peut-être de manière un peu plus proportionnée par rapport à ce qu'on aurait consacré à la population civile pour peut-être l'éduquer, je ne sais pas, faire des futurs médecins, enfin j'en sais rien. C'est les choix militaires et le choix de l'illettrisme, en fait, votre question. D'une certaine manière. Bon, l'illettrisme, ce qu'ils disent, c'est le pourcentage que j'ai indiqué n'est peut-être pas exactement ça, et que finalement c'était un jeu des frères musulmans ou des militaires qui voulaient dépenser l'argent pour eux. Je crois que c'était ça, ce que vous voulez dire. Le pourcentage d'illettrisme,
a diminué au temps de Nasser, parce que c'était une de ses priorités, mais c'était quand même, à ce moment-là, autour de 70%, qui a baissé 60, 50, à peu près ça. Mais au temps de Moubarak, non. Il faut dire que la population est passée de 25 millions à 90 millions en l'espace de 50 ans. Donc il faut suivre au niveau de l'éducation. Mais le pourcentage de l'illettrisme est bien noté que c'est autour de 50% aujourd'hui. C'est très facile de manipuler des gens, des analphabètes. C'est très facile. Mais je ne pense pas que ce soit une position stratégique de l'armée pour prendre des sous au lieu de le mettre dans l'éducation. Donc, en fait, la question, en résumé, pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est d'une part, les imams, entre guillemets, prédicateurs qui prennent le pouvoir, sont-ils considérés comme psychologiquement différents, et d'autre part, comment se fait-il que les adeptes, entre guillemets, de ces prédicateurs, arrivent finalement à les suivre? Mais ça, c'est la grande histoire des prises de pouvoir, de toute manière. Je pense qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect de ces imams-là qui étaient un peu partout et qui laissaient une certaine mentalité, un certain mépris pour la femme, etc. Et puis il y a aussi la partie, je dirais, des écrits de l'islam qui leur permet de le faire. Alors je vais dire la chose suivante. Quand il y avait les talibans, il y avait des djihadistes qui partaient, enfin des jeunes égyptiens qui partaient faire le djihad en Afghanistan, au temps de Moubarak. Et quand ils revenaient, ils se faisaient arrêter. Ils ne savaient pas qu'ils allaient se faire arrêter, sinon ils ne seraient pas revenus. Mais ils se faisaient arrêter, et puis il y avait un général qui était responsable de les accueillir. Donc ce général, qu'on a fait venir ici en France faire à une de nos conférences, il trouvait que c'était bizarre que des braves gens, des jeunes gens, aient la tête comme ça, complètement lavage de cervelle, et qui veulent aller tuer, ils veulent faire le djihad contre les autres gens, les massacrer, etc. Il voulait comprendre. Du coup, il s'est versé dans les écrits, dans les documents qui sont enseignés à Lazare, qui sont enseignés à l'école, et il est venu à Paris, de toute façon il n'y a rien à cacher parce qu'il est à la télévision, il a fait 400 programmes à la télévision. Et il a même ramené Al-Azhar au tribunal. Bon, c'était avant, c'était 2008-2009. Pour l'instant, c'est plutôt une attitude où on demande à Al-Azhar de faire un peu d'effort pour que tous ces écrits-là soient modifiés, que tout le programme éducatif dans les écoles publiques soit bien nettoyé, bien vérifié, et qu'on n'enseigne aucun, je dirais, verset ou quelque chose qui va amener à la haine. Mais il y a la sourate 8 et 9. Hein. Pardon? Il y a la sourate 8 et 9, les deux sourates. Là. Bon, je ne vais pas entrer dans les doctrines. Il y a ça, je pense qu'il y a un effort interne qu'ils font. Et que, vous savez, Al-Azhar, c'est quand même la plus haute autorité de l'islam sunnite. Elle a 10 siècles. Et elle est connue par les positions modérées. On dit wasati, l'islam wasati, c'est-à-dire elle essaie toujours de prendre une position de neutralité. Donc son rôle, c'est de faire ça, c'est de travailler et de se débarrasser, s'il y a des extrémistes qui sont dedans, de s'en débarrasser. La question, c'est le contrôle un petit peu de l'éducation et surtout des enseignants qui peuvent emmener sur des terrains glissants. Écoutez, moi je considère qu'il y a une génération perdue. Elle est perdue. Vous savez, pour changer une idéologie qui a été vraiment travaillée, incrustée, vous ne la changez pas du jour au lendemain. Il y a un effort terrible, immense. Et je dirais, pourquoi l'Occident n'aide pas l'Égypte pour s'en sortir? Il n'y a aucune aide. L'Égypte, elle travaille seule. Elle fait la guerre contre les terroristes du côté Sinaï Est, du côté Ouest, du côté libyen, et puis à l'intérieur. Et puis elle reçoit quoi? Vous n'avez pas respecté les droits de l'homme, vous mettez les frères musulmans dans les prisons, alors qu'elle a besoin d'aide. Si l'Égypte, à 90 millions, la population la plus importante,
le militaire, l'armée la plus importante de la région, le nombre de chrétiens le plus important, si elle tombe, tout tombera autour. Donc, il est dans l'intérêt de l'Occident d'aider le pouvoir aujourd'hui. Et il ne faut pas laisser passer la chance, parce qu'il y a énormément de menaces. Il peut tomber du jour au lendemain si les frères musulmans ne veulent que sa disparition. Ils ont dit qu'il faut aller, ça c'est dans les télévisions, ils ont massacré le procureur de la République. Parce que le procureur de la République, c'est lui qui donne ordre de mettre telle ou telle personne en prison ou pas. Alors ils ont dit à la télévision, cherchez les gens qui vous ramènent à la prison, suivez-les dans leur maison, partout où vous les trouvez, massacrez-les. Un coup planifié d'une manière... il sortait de sa maison, il rentrait dans sa voiture, et puis une dizaine de voitures ont éclaté. Il a été tué, là, très récemment. Bien, je crois que nous allons conclure sur ces dernières paroles. Je vous remercie tous d'être présents. Je vous demande de remercier aussi Jean Maher, qui nous a fait... Vous aviez juste un message à passer? Voilà. Il y a un membre de notre organisation, au fait, Samir Megali, qui a écrit, c'est un écrivain, il a écrit quelques livres, et il vient juste de sortir un. Il parle des frères musulmans, il parle de son enfance, il parle de l'Égypte, de l'ouverture, etc. Samir Megali est d'origine copte, mais il a vécu en France, donc il est français. Et il a quelques livres, si vous voulez discuter avec lui, il est là, lève-toi là pour que les gens viendra nous rejoindre voilà. sur l'estrade. Si vous souhaitez qu'il y ait des livres là, voilà. Mais tu montres les livres. Ah bah oui. Alors, voilà, ça c'est on fait un peu de promotion. À travers l'éducation nationale. Voilà. J'étais professeur au collège vie jésuite retrouvée. au Voilà, Caire. c'est le nouveau livre. Merci. Nous avons eu vraiment une conférence exceptionnelle, je crois, ce soir, qui était une conférence d'ouverture de la saison. Je souhaite que vous soyez présents le plus souvent possible à nos conférences. Ce sont des moments rares de pouvoir échanger en direct avec des interlocuteurs, avec des conférenciers de très bon niveau. Comme vous le savez, nous nous attachons à avoir des sujets extrêmement divers et variés. Venez en direct, venez physiquement nous rencontrer. Il n'y a pas que la télévision, il n'y a pas que YouTube, il n'y a pas que l'Internet. Venez nous voir, venez ici, c'est un appel à tous. Vous êtes très nombreux ce soir, c'est extrêmement chaleureux, ça nous fait tous très plaisir. Je ne sais pas si tous les membres du comité des conférences peuvent peut-être juste se lever et se présenter, en tout cas physiquement à vous. Nous œuvrons tous pour vous présenter ces conférences et c'est un immense plaisir de vous donner satisfaction. Et nous sommes à votre disposition. Et ce soir, c'est un petit peu exceptionnel parce que ce sera aussi ma dernière conférence. Je passe la main de la présidence à Claude Petitpas, qui est ici, là-haut, qui va prendre la relève, ainsi que Denis Gracias, qui je ne sais pas s'il est présent. En tout cas, je leur souhaite bon courage dans la perpétuité, dans la continuité de ces conférences. Merci à tous et à très très bientôt. Et évidemment, venez nous rejoindre sur l'estrade.